Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Le week-end prochain, à l'heure où je tourne cette vidéo, du vendredi 9 avril au lundi 12 avril 2021, la Suisse organise son tournoi qualificatif pour le 29e championnat du monde de Logic Puzzles. Et à vrai dire, bon, je pense que ça sera principalement une épreuve pour la galerie, puisqu'il y a de très très faibles chances que ce championnat du monde ait lieu, comme à mon avis, il sera annulé comme celui de l'an dernier. Mais peu importe, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est que cet événement va se dérouler en ligne et que même si son but premier est de qualifier les joueurs et les joueuses suisses, tout le monde est invité à participer. Et dans cette vidéo, je vais explorer le livret d'instructions. Bon, déjà, il y a toute une page avec du blabla. J'ai extrait pour vous les informations importantes. L'épreuve dure 120 minutes, 2 heures. Il va y avoir 20 problèmes de nature extrêmement différente avec des des codes solutions très différents. Évidemment, ils vont être expliqués je vais détailler tout ça dans le reste de la vidéo. Une remarque, c'est que quand on saisit un code solution, on peut décider d'en changer en cours de route. Ce qui est important, c'est comme dans la plupart des épreuves en ligne, on peut appuyer sur le bouton Submit, le bouton de soumission, autant de fois qu'on veut. Et il faut absolument soumettre une nouvelle solution quand on l'a saisie. Si on modifie, il faut valider cette modification et ainsi de suite. Voilà, donc c'est marqué ici. Les gens de toutes les nations sont gentiment invités à participer. Les problèmes ont tous été créés par le grand auteur suisse Roger Kohler, qui a déjà réalisé des puzzles Grand Prix à lui tout seul. Donc on a une garantie de qualité absolument indiscutable. Et bon, comme d'habitude, donc le nombre de points pour chaque problème est une vague indication du niveau de difficulté estimé d'après les gens qui ont testé ça, Silke Berendes, Hatice Esra Aydemir, Fatika Miranda. Et il y a des remerciements aussi pour Swarup parce que Penpa a bien aidé à la création de tout ça. Alors, le programme, le voici. On a donc 20 problèmes pour les 2 heures pour un total de 1200 points, ce qui veut dire que 10 points équivalent à 1 minute pour quelqu'un qui a le niveau pour réussir à finir toutes les épreuves, autrement dit, pas moi. Et évidemment, il faut s'attendre à ce que parmi les compétiteurs, les top compétiteurs du monde, je pense à Ken Endo, je pense à Freddie Hunt et bien d'autres gens, on peut s'attendre à ce qu'ils terminent l'épreuve en 1 heure. Le niveau est celui-ci chez les tout meilleurs. Et on peut voir que le nombre de points est extrêmement variable. Là, il y a un Philomeno checkerboard qui promet d'être assez difficile. Si on prévoit 19 minutes pour des gens expérimentés, et puis des problèmes qui rapportent 15 points, c'est-à-dire a priori 1 minute et demie pour les rapides. Donc les très rapides, ça sera encore moins. Et entrons tout de suite dans l'exploration. C'est 20 genres différents, donc autant dire que la vidéo va être assez longue. Je ne vais pas résoudre les grilles d'exemple, mais je vais quand même parler un peu du principe. Donc voici déjà les 2 premiers genres. Column Dance, c'est quelque chose qu'on trouve assez souvent dans les puzzles Grand Prix. Vous avez cette figure, il s'agit de noircir certaines colonnes, de telle sorte que dans les colonnes restantes, on ait exactement un rond, un symbole sur chaque ligne. Voilà donc on sait dès le début qu'on gardera celle-ci ou celle-là, puis après on regarde ce qui est possible avec les autres. Cet exemple doit être assez simple. Et le code solution, eh bien, c'est la liste des colonnes qu'on garde. Ici, B et E, comme ceci. Donc ça peut aller assez vite si on regarde bien des lignes qui sont extrêmement restreintes, comme cette ligne-là. On voit qu'il y aura forcément une seule de ces 2 colonnes, une seule de ces 2 colonnes, et partant de là, ça va très très vite. Bon, évidemment, le problème à 20 points aura nettement plus de colonnes, nettement plus de lignes. Une épreuve de comptage. Il s'agit de compter le nombre total de rectangles dans un dessin. Il est prévu 2 minutes et demie, c'est qu'il doit y en avoir beaucoup. Il s'agit d'être systématique.
on nous montre sur cet exemple le décompte. Il y a exactement 7 carrés de 1 sur 1. On peut voir qu'il y a 4 carrés de 2 sur 2. Ici, là, là et là. Il y a un carré de 5 sur 5 ici. Un carré de 3 sur 3. Ah non, il y en a deux des carrés de 3 sur 3. Et puis il y a aussi d'autres rectangles. Des rectangles qui ne sont pas des carrés. Bref, il y a un total de 24 et dans le code solution, on donne le nombre qu'on a trouvé. Ça, je sais que j'essaye même pas. Je suis sûr d'en oublier. Domino Search, c'est un genre que j'ai déjà présenté sur la chaîne. On nous donne une liste de dominos et il s'agit de scinder la grille de manière à ce que chaque domino apparaisse exactement une fois. Donc j'ai pu donner donc dans des vidéos des petites astuces pour comment est-ce qu'on démarre la résolution de ce genre de problème. Par exemple sur celui-ci, on voit que dans le coin c'est forcément 3 et 3. Donc ça sera celui-ci ou celui-là et on est sûr qu'ici ça ne sera pas 3 et 3 et on peut déjà mettre un trait ici. Là le genre de petite astuce, je vous renvoie à, vous faites une recherche sur Domino Search sur Sudokanar, peut-être que je m'en occuperai. Et pour le code solution, sur chaque ligne, on saisit le nombre de dominos horizontaux. Donc par exemple là il y en a 2, sur cette ligne il y en a 1, sur celle-là il y en a 0, sur celle-là il y en a 1. Donc ça fait 2, 1, 0, 1. Pour le code solution. J'imagine que ça ne sera pas les dominos jusqu'à 3, 3, ça sera probablement jusqu'à 6, 6, mais ça devrait être vraiment facile pour 15 points. Every second turn, ça c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Il s'agit de tracer une boucle qui passe par le centre des cases et qui passe par toutes les cases. Et la règle que j'ai surlignée ici, donc il y a des tournants évidemment, dans une boucle il y a des endroits où ça tourne, et une fois sur deux c'est dans un rond blanc, une fois sur deux c'est pas dans un rond blanc, et ça ne traverse jamais un rond blanc en ligne droite. Voilà donc la règle qui est assez simple. Donc, par contre la résolution je parierai pas. Voilà, ici ça doit être assez facile parce qu'on est obligé de tourner ici, donc on va tourner là, et donc là il y a un début assez facile, mais pour le reste je sais pas, 25 points ça doit pas être si dur que ça, mais pour des gens qui ont un petit peu l'habitude. Pour le code solution, on saisit ligne par ligne le nombre de tournants. À chaque fois c'est un nombre pair, j'imagine que ça peut se démontrer. Ça paraît assez logique, je ne sais pas trop comment le démontrer, ça paraît quand même intuitivement assez logique, qui est forcément un nombre pair de tournants dans chaque ligne. Donc là on peut voir 1, 2, 3, 4, ici 1 et 2, ici 1 et 2, et ainsi de suite. Ok. Ensuite, Philomino Checkerboard. Alors Philomino, le principe c'est de diviser notre grille en régions comme ceci. Et deux régions voisines ont forcément un nombre de cases différents. Ici 2, 6, 1, 6. Et ce qu'on appelle voisines, c'est-à-dire qui partagent au moins une arête. Par exemple, ces deux régions partagent seulement un coin et elles peuvent avoir le même nombre de cases. Et quand il y a des numéros déjà présents dans la grille, c'est le nombre de cases de la région qui contient cet indice chiffré. Et le Philomino Checkerboard a la particularité qu'il est possible de colorier en quelque sorte en damier la grille de telle sorte que alors quand je dis en damier, pardon, c'est chaque région va être en noir ou en blanc, ou en foncé et en clair, et deux régions de même couleur ne peuvent se toucher que par un coin. C'est ça le principe. Donc ce problème risque d'être assez difficile. Et pour le code solution, il y a des flèches noires et on entre simplement le contenu de ce qu'il y a là-dedans. Donc on peut voir 4, 6, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 4, 4. Et on sépare tout ça d'un espace, ou d'une espace pour les puristes. Donc celui-ci, en sachant que dernièrement je n'ai pas réussi à résoudre des philominos réputés faciles, donc il y a de fortes chances que je le zappe. Mais pour les gens qui se sentent de résoudre ça, c'est certainement un bon placement, les 190 points.
Coats and rules. Donc ça, c'est aussi une histoire de division en régions. Donc on divise la grille en régions avec des traits qui suivent le quadrillage. Et ces traits peuvent être en ligne droite, ils peuvent tourner, mais quand ils tournent, c'est forcément en un point comme ceci. Donc on doit planter donc des espèces de piquets qui sont soit en ligne droite, soit en tournant à des points qui sont donnés au départ. Il n'y a pas d'obligation de tourner à un point, il n'y a même pas d'obligation qui passe un chemin par ça. Ce qui est important, c'est qu'à la fin, chaque région délimitée contienne un seul type d'animal, soit des chèvres, goats avec un G, soit des loups, wolf avec un W. Donc je regarde, chaque région doit contenir au moins une lettre et aucune région ne contient des deux lettres différentes. Les chemins doivent démarrer et se terminer sur le bord de la grille et pas forcément le même côté de la grille. Les chemins tournent seulement là où il y a des points. Et les chemins peuvent se croiser, mais pas en un point. En un point, il peut y avoir un tournant, mais il ne peut pas y avoir un croisement. Je suis à peu près sûr que sur la chaîne Unshackling Sudoku and Puzzles, il y a une vidéo d'Ashish Kumar sur ce type-là. Moi, j'ai jamais fait ça, donc je ne m'y connais pas du tout. Et sinon, le code réponse, sur chacune des lignes désignées par les flèches, on note les longueurs des nombres de cases consécutives qui sont dans la même région. Donc ici 2, puis 1, puis 2, ici 5. Et puis on sépare les différentes réponses par des espaces. Hydra, ça c'est aussi un genre que je n'ai jamais eu l'occasion de résoudre. Il y a des numéros qui sont donnés au départ, vous voyez, et il faut reconstituer une hydre qui est une sorte de graphe connexe avec des cases coloriées. Ce qui est important, c'est que ça suit une partie des règles du genre qui s'appelle Cave. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça que je voulais faire. C'était ça. Voilà, du genre qui s'appelle Cave, c'est-à-dire que la région qu'on colorie doit être connectée et les autres régions doivent être liées au bord. Ça fait ce qu'on appelle un corail, les autres régions. Et par ailleurs, la région qu'on colorie, l'hydre, ne doit pas contenir de carré de 2 sur 2. Et enfin, les numéros qui sont là, ça indique la longueur du chemin le plus court qui relie la tête, ça c'est la tête, le numéro 1, ou c'est la queue de l'hydre, oui, le 1 c'est la queue de l'hydre, et tous les autres numéros qui sont donnés sont des têtes de l'hydre, c'est-à-dire que ce sont vraiment des points terminaux des différents chemins qu'on peut tracer dedans. On appelle ça un arbre en mathématiques. Et je précise que c'est bien un arbre. Si c'était pas un arbre, si on pouvait faire un cycle, il y a des cases ici qui ne pourraient pas rejoindre le bord. Donc en fait, encore mathématiques, des graphes, on appelle ça un arbre. Et on a ici des extrémités de l'arbre. Et ce sont exactement les extrémités de l'arbre. Et les numéros, eh bien, c'est si on numérote 1, 2, 3, comme vous pouvez voir, si on part du numéro 1 et qu'on va vers celle-là, eh bien, on numérote dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est les numéros si on compte le chemin de là à là. Et il y a des numéros dans la marge, et j'imagine que c'est le nombre. J'imagine que c'est le nombre de cases occupées par l'hydre. Là-dedans, je n'ai pas regardé. Numbers. Ah. Alors. Qu'est-ce que c'est les nombres dans la marge? C'est indiqué ou quoi? J'arrive pas. Alors.
Parce que ce 2 et ce 3, je ne les vois pas. Mais bon, sur l'exemple, ça a l'air d'être le nombre de cases qui font partie de l'hydre dans la ligne et la colonne correspondante. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui manque dans la règle. Et donc, le code solution, c'est le nombre de cases faisant partie de l'hydre. Ici, 2, 5, 1, le 3 qui nous est déjà donné, et 4 ici. Bon. Ça a l'air intéressant, je l'essayerai peut-être celui-ci, je ne sais pas du tout. Kakujas, encore un genre que j'ai jamais vu. Donc on doit noircir certaines cases. C'est un shading puzzle. Et les numéros qui sont dans la marge, c'est la somme des numéros de ligne ou de colonne où apparaissent les cases noircies. Par exemple, vous voyez le 3 qui est là, c'est pour dire, ça correspond au fait qu'on a juste une case noircie dans le numéro 3, dans la ligne numéro 3. Ici, le 9, ça correspond aux colonnes 2, 3 et 4. 2 plus 3 plus 4, ça fait 9. Ici, 1 plus 5, ça fait 6. 1 plus 5, ça fait 6. Ici, juste 3, ça fait 3. Il n'y a aucune hypothèse de connexité, c'est juste de l'arithmétique en réalité. Ça a vraiment juste l'air d'être de l'arithmétique, plus qu'un shading puzzle. Bon, ça, vous pouvez être sûr que je vais l'essayer. Surtout 90 points, ça a l'air d'être assez généreux. Ça, c'est pour le canard. Alors sinon, answer code, c'est le nombre de cases noircies par ligne, j'imagine. Oui, number of shaded cells. Donc 2, 1, 3, 1, 2. Ok, je prends. Numéro 9, laser, ou laser si vous préférez. Le but, c'est de tracer un chemin emprunté par un rayon laser qui entre ici en diagonale et qui sort ici en diagonale. On nous donne la flèche de l'entrée et la flèche de la sortie. Et la règle, on doit placer des miroirs en certains points de la grille, en certains sommets de la grille. Ils sont ici, certains sont horizontaux, certains sont verticaux. Et le principe, c'est que le laser va rebondir. Ici, on voit qu'il rebondit sur ce laser horizontal. Ici, il rebondit sur ce laser vertical. Comme ça, on le place de manière à ce qu'il rebondisse pour atterrir, pour sortir au bon endroit. Et qu'est-ce qu'on a? On a deux types d'indices dans la marge. En haut et à gauche, ce sont des indices sur le nombre de cases qui vont être traversées par le laser. Par exemple, dans cette colonne, vous voyez qu'il y a 2 cases traversées par le laser. Sur cette ligne, il y en a une seule. Un indice qui rappelle un petit peu les serpents. On a une croix qui indique que le laser va passer 2 fois, une fois dans chaque sens, et toutes les croix sont données, il me semble. Ouais, c'est ça. Le rayon laser ne se croise qu'aux endroits qui sont indiqués. Et quand on a un miroir, on va rebondir dessus d'un côté mais pas de l'autre. Ici, on va rebondir au-dessus mais pas en dessous. Enfin, les numéros qui sont à droite et en dessous, ce sont des numéros en face des lignes. Vous voyez que là, c'était en face des cases, là, c'est en face des lignes et des colonnes. Et ça indique quoi, le nombre de miroirs? Oui, c'est ça, c'est le nombre de miroirs qu'on va rencontrer ici. Ce 2 indique ces 2 miroirs, ce 3 indique ces 3 miroirs, ce 1 indique ce miroir. Et vous voyez que ce n'est pas là les miroirs horizontaux et là les miroirs verticaux, c'est les miroirs peu importe quel sens. Ici, il y aurait, ou plutôt ici, il y aurait eu un 2 pour ces 2 miroirs. Peu importe qu'ils soient horizontaux ou verticaux. Bon, ça a l'air intéressant, je suis à peu près sûr que ça a déjà été présent dans des grands prix. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas le genre de problème dont j'ai l'habitude. Et j'en ai jamais fait figurer sur la chaîne, pour sûr. On arrive à la moitié de l'exploration. Nœud des mineurs, Minesweeper. Donc ça, c'est un classique, c'est même un jeu très connu. On doit placer des mines dans la grille et on nous donne le nombre total de mines. Dans l'exemple, c'est 12. Et chaque numéro nous dit, parmi toutes les cases qui entourent le numéro, combien de mines il y a. Il n'y a jamais de mine à placer sur une case où il y a déjà un numéro.
Donc autour de ce 5, vous voyez qu'il y en a 5, autour de ce 5 aussi, autour de ce 3, il y en a 3, autour de ce 2, il y en a 2, autour de ce 1, il y en a 1. Et voilà. Et puis après, pour le code solution, on dit combien il y a de mines sur chaque ligne. 5, 3, 0, 1, 3. Et si jamais c'est une grille énorme et que sur une ligne, il y a 10 mines, eh ben on entre seulement le chiffre des unités, on entre un 0. Donc le 0 qu'on saisit, ça peut être aussi bien 0 mine que 10 mines, 20 mines. Mais ça m'étonnerait pour 30 points qu'il y en ait tant que ça. 30 points, ça sera probablement une grille 10-10 qui se fait relativement bien en recoupant les différents indices, en regardant les intersections et tout ça. Et à la fin, s'il y a des ambiguïtés, ça se résout avec le nombre total. Et c'est à cet endroit que je me plante d'ailleurs. Numéro 11, Neighbors. Je suis à peu près sûr d'avoir déjà vu ça en Grand Prix. C'est pas un carré latin. On doit donc placer uniquement les chiffres 1, 2 et 3. Et on doit les placer chacun autant de fois sur chaque ligne et sur chaque colonne. Donc là, on a une grille 6, 6, chaque chiffre apparaît 2 fois. Si c'est une grille 9, 9, chacun apparaît 3 fois. Si c'est une grille 12, 12, chacun apparaît 4 fois. Et moi, je parierais sur une grille 9, 9. 75 points, ça ne devrait pas être instantané, mais quand même faisable en un temps raisonnable. Et la règle? Eh bien, la règle, c'est que quand on a un chiffre dans une case grise, il doit être différent de chacun de ses voisins, horizontalement et verticalement. Par exemple, ce 3, vous voyez, n'a aucun voisin égal à 3. Ce 2 n'a aucun voisin égal à 2. Ce 1 n'a aucun voisin égal à 1. A l'inverse, les chiffres qui sont dans les cases blanches doivent avoir un voisin de même chiffre. Par exemple, ce 3 doit avoir un voisin égal à 3, ce qui force le 3 ici. Et ce qui force cette case grise à ne pas être un 3. Ce 2 doit avoir un voisin égal à 2, et ainsi de suite. Je crois que j'ai fait le tour des règles. Et le code solution, qu'est-ce que c'est? C'est le contenu des lignes ou colonnes indiquées par la flèche. Ici, 1, 3, 2, 1, 2, 3. Évidemment, dès que c'est un placement de chiffres, les codes solutions sont assez naturels. Ça, je pense que je l'essayerai. Nurikabe. Ça, c'est l'exemple typique du type de problème dont j'ai résolu des dizaines, des centaines, et en temps limité, je suis toujours aussi mauvais. 20 points, donc ça devrait être très facile pour les gens qui sont bons là-dedans. Moi, ça me prendra sûrement 5 minutes. Mais si j'arrive à le résoudre. Ok, donc j'arrête de parler de moi. Le but, c'est de noircir certaines cases. La région noircie doit être connexe, comme sur cet exemple, et ne doit pas contenir de carré de 2 sur 2. Et par ailleurs, les régions non noircies doivent contenir chacune exactement un indice chiffré. Et l'indice chiffré, c'est la taille, c'est le nombre de cases de l'île qui est formée à ce moment-là. On considère ça parfois comme de l'eau, et ça par des îles. Et le code solution, sur chacune des lignes indiquées par les flèches, on saisit les longueurs des nombres de cases noires consécutives, ici 2 puis 1, ici 4. Et puis on sépare encore une fois par des blancs. Ils sont 2 et 1 non séparés pour cette ligne. On met un blanc, et puis 4 pour cette ligne-là. Numéro 13, Pentominoes. Ça, c'est un genre que j'aime bien, que d'habitude je réussis bien, sauf dans le dernier Grand Prix. Le but est de découper la grille en régions en forme de pentomino. Les pentomino, la liste est là. Un pentomino peut apparaître plusieurs fois dans la grille. Les formes peuvent être tournées, peuvent être réfléchies aussi. Le L peut apparaître aussi bien comme ça que comme ça, comme ça, comme ça, et puis il y en a encore 4 autres versions. Donc chaque forme peut apparaître sous différentes coutures. Ce qui est important, c'est que deux formes identiques, j'entends par là correspondant à la même lettre, ne doivent jamais avoir une arête en commun. Et puis, il y a des lettres données au départ dans la grille qui indiquent quel pentomino contient la lettre en question. Il peut arriver qu'il y ait plusieurs exemplaires de la même lettre qui appartiennent au même pentomino.
Par exemple, on a ces deux n qui dans la solution sont dans le même n, mais ça aurait pu être autrement. A priori, il y aurait pu avoir un n comme ceci, le p là, un n comme ça. Bon, ça n'aurait pas marché, hein, mais a priori, ça n'était pas à exclure. Et comme dans les endroits où on remplit avec des chiffres, là, d'une certaine manière, on remplit avec des lettres, et pour le code solution, on met la liste des lettres dans la ligne ou les colonnes correspondantes. Et puis, s'il y en a plusieurs à saisir, j'imagine, qu'on met un blanc entre. Donc pour ça, il y a intérêt quand même à avoir une certaine familiarité avec les diverses formes. Et ça tombe bien, la semaine dernière sur le site GM Puzzles, il y a eu des problèmes de penterminus en grande quantité, de difficultés assez variables. Celui-ci ne devrait pas être trop dur, mais la grille sera forcément plus grande que celle-là. Numéro 14, Scrabble, entre parenthèses letters. Ça, c'est un genre que j'aime beaucoup. Il y en a souvent en Grand Prix et souvent, c'est un barème très généreux. Je suis à peu près sûr que les 110 points, ici, c'est encore un barème généreux. On nous donne une liste de mots et il y a des lettres déjà placées. Il s'agit de placer tous les mots exactement une fois dans la grille et de manière à former une sorte de grille de mots croisés ou de Scrabble valide avec ces mots-là, et de telle sorte donc, que chaque mot apparaisse une fois, que tout soit connecté, comme dans une grille de Scrabble, et que seulement les mots de la liste apparaissent. C'est-à-dire, au Scrabble, il arrive que quand on pose un mot, on forme latéralement des mots de 2 ou 3 lettres qui sont des mots valides. Mais ici, si on forme des mots valides mais qui ne sont pas dans la liste, eh bien ça ne compte pas, ça brise la règle. Ça enfreint la règle. Par ailleurs, ce qui est important à savoir, c'est que dans les lettres données au départ, toutes les instances de cette lettre sont données. C'est-à-dire que là, on nous a donné 2 A, on peut être sûr que les mots ciao, hello et salut ont tous leur A ici ou là. Donc, par exemple, le ciao, on peut voir qu'il ne peut être qu'ici. Le salut peut être là ou là a priori, le hello aussi. Donc, après, il reste à voir comment c'est compatible, et c'est cette lettre de croisement qui ne peut être qu'un L et qui permet la désambiguation, comme on dit en anglais, pour ça. Donc ça, c'est un genre qui en général est très surcoté, je me demande pourquoi. Bon, en fait, c'est peut-être moi qui suis inutilement mauvais dans les autres genres. Et pour le code solution, on regarde chacune des lignes pointées par les flèches, on saisit sans espace le contenu de chacune des lignes, et puis on sépare par des espaces. Donc ici A, ici OU. Problème numéro 15, Suguru. C'est un genre qu'on ne voit pas souvent dans les Grands Prix et tout ça. Celui-ci a l'air assez cher. Il s'agit encore une fois de placer des numéros dans les grilles. Ça rappelle un petit peu Ripple Effect, à savoir que dans chaque région, on doit mettre les numéros 1, 2, etc. jusqu'à la taille de la région. Comme ici, une région avec 5 cases, on saisit les chiffres de 1 à 5. Ici, bon, évidemment, une région de 1, une région, il n'y a que le 1, une région de 2, il y a le 1 et le 2. Et la seule contrainte, c'est que deux chiffres identiques ne se touchent pas, même pas en diagonale. Ça, c'est important, même pas en diagonale. Ce qui veut dire qu'une fois qu'on a placé le 1, on exclut le 1 de ces 3 cases. Donc le 1 va être ici ou là, ce qui va exclure le 1 de cette case et le placer ici, qui va exclure le 1 de ces deux cases-là qui permet de le placer ici. Oui, je vois bien la logique qu'on peut appliquer. 95 points, vous pouvez être sûr que j'essaierai. Moi, ça, je sens que ça va être rentable aussi. Je ne dis pas que ça va être facile, mais ça devrait être rentable. Numéro 16, un tapas à 15 points. Donc ça, c'est quelque chose qui me prendra certainement 10 minutes à faire après la fin de l'épreuve. Le but, c'est de noircir certaines cases de manière à former une région connexe sans carré de 2 sur 2. Donc ça ressemble beaucoup à Nurikabe sur le principe. La différence, c'est que les indices qui sont là, ce n'est pas les tailles des îles qui restent. Ce sont, pour chaque indice chiffré, ce que ça donne, c'est dans toute la couronne qui l'entoure, les longueurs
de séries noires. Par exemple, le 3, là, on a une série noire de 3 cases. Autour de ce 2, on a une série noire de 2 cases, pareil autour de celui-ci. Et autour de cet indice, on a une série noire de 1, deux séries noires de 2. Et le code solution, c'est comme dans NuGKB, sur chacune des lignes indiquées, on va donner les longueurs de série noire. Ici, 1 puis 3, c'est ce 13. Et sur celle-ci, 1, comme cela. Éventuellement, ça pourrait être 0. Je pense avoir déjà présenté des tapas sur la chaîne, mais je ne parierais pas qu'il y en ait beaucoup, parce que c'est vraiment un genre sur lequel je suis affreusement mauvais. Problème numéro 17, tense, tente. Ça aussi, c'est un genre sur lequel j'en ai résolu des dizaines et j'y arrive toujours pas. Et donc, on nous donne des arbres, et il faut à la fin qu'au pied de chaque arbre, il y ait une tente. Au minimum. Vous pouvez voir que cet arbre, par exemple, il y a 2 tentes à son pied. Et de même, cette tente, elle est au pied de 4 arbres. Mais il faut qu'il y ait un moyen de les apparier qui soit unique. C'est-à-dire, comme ceci, on voit que cet arbre ne peut avoir que cette tente ne peut avoir que cet arbre, etc. À la fin, il doit y avoir vraiment un appariement unique entre les arbres et les tentes. Les tentes ne peuvent pas se toucher, même pas en diagonale. Et les numéros, bien c'est le nombre de tentes dans chaque ligne ou chaque colonne indiquée. 35 points, donc ça doit être faisable assez rapidement pour les gens qui y arrivent bien, c'est-à-dire pas moi. Et le code solution, c'est de dire ligne par ligne le nombre de tentes présentes dans la ligne. Donc ici 2, 0, 3, 3, 0 et 1. Bon. Numéro 18, Tic-Tac Logic. Ah, ça, c'est aussi un genre que j'aime beaucoup, j'en ai beaucoup fait. 110 points, je pense que je vais me ruer dessus aussi. Le tic-tac fait référence à tic-tac-toe, qu'on appelle parfois morpion en français, je crois. Il s'agit de mettre dans chaque case une croix ou un rond. Et à la fin, chaque ligne et chaque colonne doit contenir autant de croix que de ronds. Et les autres clauses, c'est qu'il ne doit jamais y avoir 3 fois de suite le même symbole, 2 fois mais pas 3. Et très important, que toutes les lignes aient une disposition des symboles différente. C'est-à-dire que le contenu de cette ligne ne peut pas être répété ailleurs, et même chose au sein des colonnes. Par contre, il peut arriver que le contenu d'une colonne soit le même que le contenu d'une ligne. Par exemple, si vous regardez cette colonne, elle a exactement le même contenu que cette ligne. Ça, c'est pas gênant. Ce qui est important, c'est les colonnes entre elles et les lignes entre elles. Et puisqu'il y a des symboles qui peuvent être représentés par les lettres O et X, les codes solutions, c'est les contenus des lignes indiquées, comme ceci, évidemment, séparés par un blanc, encore une fois. Ça serait pas mal que je trouve le moyen de faire une vidéo là-dessus. Il faudrait que je réussisse à trouver ça. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu ça un jour dans un Grand Prix. Mais ça peut être pas mal que je fasse une vidéo de résolution de ça, parce que c'est vraiment un genre qui me plaît beaucoup. 19. Tower Defense. J'ai déjà vu ça, mais j'en ai jamais résolu. C'est un jeu dans lequel on doit remplir un carré latin. Vous voyez, dans cette grille 5, chaque chiffre de 1 à 5 apparaît exactement une fois sur chaque ligne et sur chaque colonne. Et on a les cases attaquantes et les cases non attaquantes. Les cases attaquantes, ce sont toutes les cases qui ne sont pas encerclées. Et les cases qui reçoivent l'attaque sont les cases encerclées. Et le principe, c'est qu'un numéro attaque les cases qui sont à distance ce numéro. Par exemple, celle-ci attaque ces 2 cases qui sont à distance 1. Ce 4 n'attaque que des cases qui sont en dehors de la grille, donc autant dire n'attaque personne. Ce 3 attaque exactement le 4 qui est ici, et des cases qui sont en dehors de la grille. L'unique case de la grille qui est à distance 3. Donc, pour les cases attaquantes, le numéro, c'est la liste des cases qui sont attaquées. Je vais donner un autre exemple avec ce 2
ici qui attaque cette case et cette case. Et les numéros qui sont entourés nous disent combien de cases attaquent celle-ci. Par exemple, donc si j'efface ce que j'ai fait là, ce 2 est attaqué par ce 1 et par ce 1, et on peut vérifier que ce sont les seules cases qu'il attaque. Dans les autres directions, donc ce sont les seules cases qui attaquent ce 2. Ce 2 est également attaqué par ces deux cases qui contiennent un 1. Ce 3 doit être attaqué par 3 cases, il y a ces deux 1 et ce 2. Le 3 est attaqué par ce 2, par ce 1 et par ce 1. Et le 4 est attaqué par ces deux 1, il est attaqué aussi par ce 2 et par ce 3. Voilà. Donc il est bien attaqué 4 fois. Et comme je vous le disais, je n'ai jamais résolu de problème de ce type, donc je ne connais pas du tout la logique. Là aussi, ça serait pas mal que je m'en procure quelques-uns et que je découvre la manière dont ça fonctionne. Et on va finir avec Yadjilin. Je pense que c'est un des types de problèmes que j'ai le plus résolu et que je n'arrive jamais à résoudre en tournoi, même 25 points. Le principe, c'est de noircir certaines cases. Les cases noircies peuvent se toucher en diagonale, mais pas latéralement. Et les numéros pointés par des flèches, c'est le nombre de cases noires dans la ligne colonne correspondante, ou plutôt, pardon, dans la direction correspondante. Ce 1 n'excluait pas d'avoir une case noire derrière lui. Mais dans la direction de la flèche, il devait y avoir exactement une case noire. Et une fois qu'on a placé toutes les cases noires, on doit tracer une boucle qui passe par toutes les autres cases et qui passe par les centres des cases. Voilà donc quel est le principe de Yadjilin. Et le code solution, c'est le nombre de cases noires ligne par ligne, donc 0, 0, 2, 0, 1. Et puis voilà. Peut-être que je l'essayerai, peut-être que pour une fois j'y arriverai. En tout cas, ça clôt l'énumération de tous les 20 types de problèmes qu'on rencontre dans ce round. Il y a vraiment de quoi s'occuper pendant les 2 heures. À mon avis, ça va vraiment être un très grand moment. Et je suis impatient d'y participer et j'espère que j'aurai l'inspiration pour faire des vidéos de débriefing sur certaines des grilles. Peut-être le Scrabble, peut-être le Tic Tac Logic, je ne sais pas encore, peut-être le Kakujas. On verra. En attendant, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.